Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite introduction avant de laisser la parole à Charles pour présenter le réseau, ses actions. Alors, pour rappel, le café du réseau, un certain nombre d'entre vous connaissent. C'est un café qui est présenté, qui est proposé une fois par mois par le réseau rural et agricole Grand Est. Sur une thématique, on invite un invité, un expert sur une thématique pour approfondir le sujet. Cette semaine, ce mois-ci, on a choisi la thématique de l'alimentation durable. Alors, peut-être un petit rappel de définition. J'ai pris la définition de l'ADEME, je vous l'ai noté sur la diapositive. L'alimentation durable, c'est quoi? Il s'agit de l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et quantité suffisante, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice pour les producteurs. Alors déjà, dans la définition, on voit bien que ça résonne avec un certain nombre d'actualités, notamment le changement climatique et la crise des métiers de l'agriculture. On pense au renouvellement des générations et à la juste rémunération du travail des agriculteurs. Cette thématique, on l'a choisie justement parce qu'elle était d'actualité. Et donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été mises en place sur ces thématiques. Je pense bien sûr au réseau partage, mais je laisserai Charles de le présenter bien mieux que moi. Au niveau de la région Grand Est, on a un programme, j'ai mis deux exemples. On a un programme, le programme ADAL, donc Alimentation durable et autonome du Grand Est, qui vise essentiellement la restauration collective et qui a mis notamment en place une charte pardon, je suis coupée à chaque fois pour autoriser les personnes à rentrer. Euh, qui propose en fait des actions pour inciter la restauration collective à chercher les produits au niveau local, en fait, promouvoir le circuit court auprès de la restauration collective. La région Grand Est a aussi mis en place une cartographie des producteurs qui proposent du click and collect ou de la livraison de paniers de produits de la ferme. L'application s'appelle Local. Je vous ai mis les liens dans le diapositive. Vous pourrez y accéder par le diapo. Et sur cette application, il y a 537 professionnels qui sont répertoriés sur tout le territoire. Donc, vous pouvez chercher proche de chez vous les producteurs qui vous proposent des paniers de légumes et de fruits de leur production. Et plus localement, et ça concerne un certain nombre d'entre vous, il y a un certain nombre de fiches actions de GAL qui sont dédiées à la thématique de l'alimentation durable. Donc on voit bien que c'est une problématique d'actualité. Alors, vous me direz quel est le lien avec l'économie sociale et solidaire? Alors déjà, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savent, le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. L'occasion de rappeler en quoi ça consiste. Alors, l'économie sociale et solidaire, il s'agit en fait des entreprises qui rassemblent trois grandes caractéristiques. Déjà, une gouvernance démocratique, donc une personne égale une voix. Les profits ils sont encadrés, donc on ne recherche pas la lucrativité. S'il y a des profits, ils sont réinjectés directement dans le projet de l'entreprise. Et c'est des entreprises qui poursuivent des projets d'intérêt général. Il y a des thématiques de solidarité, de lutte contre la précarité. Donc vraiment une recherche utilité sociale. Et donc, quel est le lien entre alimentation durable et ESS? Pour l'illustrer, on a choisi de vous parler d'un projet qui s'appelle le projet Tresson, qui est porté par l'AVIS et le réseau des collectivités territoriales pour l'économie solidaire et qui a été lancé en 2024 grâce à des financements du Réseau national agriculture et ruralité suite à une candidature à un de ces appels à projets. Et donc ce projet, il propose en fait d'analyser dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire peut être utilisée en tant qu'outil pour agir pour un système alimentaire et notamment agricole plus durable. Ils ont notamment travaillé sur trois axes: le renouvellement des générations, l'inclusion dans l'emploi et dans le domaine agricole, dans l'emploi agricole. Et le troisième axe, c'est l'attractivité des territoires ruraux et la transition écologique des territoires ruraux plus globalement.
Donc, suite à ces travaux qui ont eu lieu en 2024 et 2025, l'AVIS et la RTES ont rendu un certain nombre d'études et de travaux que vous pourrez trouver sur le site internet directement du projet. Je vous ai mis les liens dans le diaporama. Donc voilà, c'est des productions qui sont très intéressantes. Je ne prendrai pas la parole plus longtemps pour laisser la parole à Charles pour vous présenter le réseau partage et ses actions pour une alimentation plus durable. Charles, je te laisse la main. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je mets la caméra quelques secondes, mais j'ai l'impression que j'avais un réseau un peu défaillant, donc vous n'hésitez pas à me faire signe si effectivement ça lag un peu, etc. En tout cas, merci beaucoup Mélanie et le réseau rural pour votre invitation. Le temps de partager ma présentation et je me permettrai de vous parler un petit peu plus de mes actions. Alors, je ne sais pas si ça s'affiche correctement chez vous, C'est bon, ça s'affiche bien. en pleine page, etc. Alors, on voit encore ton onglet Ah, au-dessus. l'onglet caméra, microphone, c'est ça? Non. Oui, et copier, coller toute la Ah fenêtre oui. au-dessus est faite de paramétrage. Bon, bah écoutez, je vais essayer juste 2 secondes de faire comme il faut l'affichage. Pas de souci. Hop. Et là, c'est en pleine page? Là, je ne vois rien, Bon, bah, personnellement. je suis pas doué, je m'excuse. Juste 2 Il n'y a secondes. pas de souci. C'est, je pense, mon ordinateur qui fait des siennes. Hop. Fenêtre. Ça va être bon dans 2 secondes. Il n'y a pas de problème. Dites-moi que c'est la bonne. Non, c'est pas la bonne, hein. Non. Bon, bah, Ah écoutez, voilà, c'est bon, c'est bon, super. c'est bon. Bon, désolé, désolé. Il n'y a pas de souci. Je suis plus habitué à Zoom, c'est pour ça. Donc effectivement, merci beaucoup de me faire intervenir. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis, Charles Thomassin. Je travaille pour le réseau Partage. Donc j'ai un parcours de développement territorial. Je suis salarié depuis 2020 sur ce réseau qui est porté par une structure qui s'appelle Citoyens et Territoires Grand Est. Et le sujet de l'alimentation, en fait, c'est un sujet que je travaille, plutôt, en matière d'engagement depuis maintenant, 13-15 ans. Hem, D'abord, en ayant créé une épicerie, solidaire pour les étudiants, au courant des années 2010 et puis ensuite en ayant créé un supermarché coopératif en 2013. Voilà, et donc depuis 2020, je poursuis un peu tout ça en essayant de fédérer au sein du réseau un réseau d'acteurs qui se retrouvent autour des idées de transition alimentaire et agricole. Donc en fait, le réseau Partage, c'est un réseau qui est né il y a 5 ans, bientôt 6, à l'initiative de l'ADEME, de la DRAF, de l'Adréal et de la région Grand Est, pour parler des sujets d'alimentation durable. On travaille aussi avec l'ARS, les agences de l'eau, parce que c'est un sujet qui est extrêmement transversal. Et on le travaille dans un contexte que je ne vous apprends pas forcément, mais où effectivement il y a une réflexion autour de territorialiser les politiques agricoles, essayer de leur donner une présence plus à l'échelle des collectivités, des lois Egalim, et ainsi que des lois climat et résilience, et aussi un contexte de crise agricole. Donc un vrai besoin à l'échelle des territoires de travailler et de collaborer, sur ces sujets-là. Voilà. Ce qu'on fait au sein du réseau, eh bien, on a, comme beaucoup de réseaux, un site collaboratif avec des actualités, des articles, des annonces. Donc ça, c'est plutôt un travail de veille avec un annuaire, des acteurs qui peuvent se renseigner dessus, sur notre cartographie. Toute notre veille, vous pouvez la retrouver en vous abonnant sur une lettre d'info qui est mensuelle.
Et puis sur ce site, on a également des ressources, des guides méthodos dans lesquels vous pouvez farfouiller avec des mots-clés. Donc ça, c'est plutôt les ressources qui sont publiques et partageables. Et on a des documents plutôt de travail, voire effectivement des choses plus, j'essaie de trouver des mots, mais enfin voilà, des documents plus de travail et qui n'ont pas vocation à être forcément publiés, qui se retrouvent sur un espace de travail qu'on a appelé le nuage et qui permet en fait aux membres actifs du réseau, voilà, de partager des cahiers des charges pour des appels d'offres, par exemple, des annuaires, des choses, voilà, des adresses de personnes ressources, etc. Enfin, on a créé tout un petit écosystème où il y a une centaine de membres actifs sur ce nuage qui partagent des infos. Et pour animer donc le réseau, on organise de façon assez régulière des webinaires, des visites de terrain, des groupes de travail, voilà, qui nous permettent de creuser le vaste sujet de l'alimentation durable. En quelques chiffres, je vous disais, on a plus de 160 membres qui travaillent dans le réseau, qui partagent et qui reçoivent les infos notamment du nuage. On a un certain nombre de ressources en ligne. On a un site qui est plutôt bien visité et puis on travaille beaucoup avec les projets alimentaires territoriaux. Donc en région Grand Est, il y en a 30 et les 30 participent très régulièrement à nos travaux. On organise même d'ailleurs des temps dédiés à ces PAT, ces projets alimentaires territoriaux, pour faire du commun entre tous les chargés de mission qui phosphorent sur le territoire et qui portent l'animation de ces PAT. Là, je vais peut-être pas trop m'attarder sur les PAT, d'autant que je crois qu'il y a quelques personnes qui connaissent bien le mécanisme. Mais en gros, les PAT, c'est un dispositif qui existe depuis 2014, la loi d'avenir pour l'agriculture, qui a mis en place en fait la possibilité pour des territoires volontaires qui maintenant peuvent être labellisés pour porter ces démarches, en fait de mettre en place des sortes de gouvernance locale autour de la question alimentaire. Donc de faire se rassembler collectivités, entreprises agricoles, artisans, citoyens, dans des groupes de travail pour faire un état des lieux de l'offre et de la demande autour de l'alimentation et d'aboutir une fois ce diagnostic partagé, d'aboutir à un plan d'action sur lesquels les acteurs se retrouvent pour porter un certain nombre d'actions que je vais vous illustrer un peu plus loin. Voilà, donc juste pour dire aussi, l'objectif des PAT, c'est effectivement de répondre à beaucoup d'enjeux autour de l'alimentation. C'est pas uniquement la restauration collective, c'est pas uniquement les circuits courts comme ça peut parfois être résumé, mais c'est aussi effectivement l'accessibilité sociale à une alimentation de qualité. C'est faire évoluer les pratiques agricoles pour mieux préserver les ressources. Voilà, donc ça colle en fait à la définition qu'exposait Mélanie de l'alimentation durable. Juste vous montrer une petite cartographie des PAT qui existent sur le territoire. Vous pouvez la retrouver sur notre site, je ne vais pas m'attarder dessus, juste vous dire que les PAT, en fonction des territoires, ils sont animés par différentes structures. Ça peut être des pays PETR, des syndicats mixtes, des intercos ou des métropoles, mais aussi des parcs naturels régionaux ou encore des départements. Et donc, dans le territoire, sur le Grand Est, on a une vraie diversité là-dessus avec, on peut le voir, le sud Meurthe-et-Moselle, où c'est animé par le département. L'Aube aussi, c'est un département qui porte la démarche. Et puis, sur les échelles plus petites, voilà, toutes les catégories que je vous ai citées. Voilà, ça reprend les phases de vie d'un PAT. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est juste à retenir qu'effectivement, l'idée, c'est d'avoir un diagnostic partagé, un pilotage et une gouvernance et d'arriver à un plan d'action qui est régulièrement évalué
pour ensuite être relabellisé par le ministère et avoir éventuellement des financements dans ce sens-là. Je vous parle un petit peu des PAT parce que pour moi, le travail avec l'égal n'est pas toujours fait, et c'est pour ça que je trouvais important de vous situer ces territoires d'action comme des territoires desquels les GAL peuvent parfois se rapprocher. Alors pour rejoindre un peu notre thématique, et donc là vous n'hésitez pas, hein, alors je ne vois pas la discussion, mais s'il y a des questions ou besoin de m'interrompre à un moment, vous n'hésitez pas, Mélanie pourra peut-être me le dire. Donc sur l'ESS et l'alimentation, Mélanie a déjà dit pas mal de choses, mais peut-être vous poser un peu les enjeux autour de l'alimentation durable. Donc une alimentation durable, c'est une alimentation qui permet de nourrir les êtres humains, que ce soit en termes de qualité et de quantité, à un instant T, mais aussi sur le long terme, donc d'où le concept de durabilité, avec un respect de l'environnement et en restant accessible économiquement pour le consommateur et rémunératrice pour le producteur et les éventuels intermédiaires. Donc c'est un équilibre un peu idéal à trouver, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'alimentation, ça représente un quart de l'empreinte carbone des Français, donc c'est autant que le logement ou le transport. Donc dans la dynamique de réduire d'ici à 2050 nos émissions pour être à 2 tonnes, c'est un levier fort. C'est un élément essentiel aussi en termes de santé, l'alimentation. Je pense que j'ai pas besoin de préciser davantage. Ça représente aussi un tiers de gaspillage au niveau mondial, c'est-à-dire qu'un tiers de la nourriture qui est produite est gaspillée à l'échelle mondiale. Ça représente en France 14 à 20 du budget des ménages, bien moins que dans les années 60 où cela représentait 34. On voit qu'il y a eu une inversion avec le logement, d'ailleurs, sur cette période-là, où le logement est devenu un poste de budget plus important. Et depuis la pandémie Covid, on observe un recours de plus en plus important à l'aide alimentaire. Et en 2023, c'était 9 millions de personnes en France qui ont bénéficié d'aide pour se nourrir. C'est une augmentation, une multiplication de 3 en 10 ans. Donc c'est un contexte qui effectivement vous montre tous les enjeux à la fois sociaux, sociétaux et puis environnementaux autour de tout ça. L'ESS là-dedans, alors ça reprend aussi ce que Mélanie disait tout à l'heure, elle a des points forts, l'économie sociale et solidaire, à jouer sur l'agriculture et l'alimentation. D'une part parce qu'historiquement, elle est très présente, puisque pour citer par exemple l'exemple des coopératives agricoles, ça fait partie des premières coopératives qui ont existé. La mise en commun par les agriculteurs de leur matériel de production ou de leurs moyens de commercialisation, mais aussi au niveau des consommateurs. Au 19e siècle, il y a eu des coopératives ouvrières de consommation qui aussi se sont créées justement pour avoir une plus grande transparence sur les prix, etc., et une meilleure qualité. C'est aussi l'ESS un endroit qui s'attache à une gouvernance démocratique, et ça c'est une opinion personnelle, mais est sûrement le meilleur moyen de s'en sortir pour concilier autant d'enjeux que ceux qu'on a présentés auparavant. Dans ces valeurs, l'ESS, elle tient une juste rémunération des partenaires et des collaborateurs. Et puis, c'est aussi un domaine qui, à l'heure actuelle, en tout cas, emploie énormément de personnes éloignées de l'emploi, travaille à leur inclusion sociale, et qui a aussi un rapport capital-travail qui est plutôt orienté vers le travail. Donc, dans le domaine agricole notamment, c'est quelque chose qui distingue les acteurs de l'ESS d'autres acteurs. Pour vous faire donc en fait, moi, le petit angle, quand Mélanie m'a sollicité et puis après avoir un peu réfléchi, j'ai pris le parti d'essayer de vous faire un petit panorama du type d'acteurs qui existent, du type d'acteurs de l'ESS qui existent à différents maillons de la chaîne de production, et de vous citer quelques exemples et peut-être de m'attarder sur, voilà, un grand exemple par maillon de la chaîne de production. Donc j'espère que ça répondra un peu à vos questionnements et puis, là encore, s'il y a des questions,
Je peux les prendre au fil de l'eau. Alors, on commence par la production. Donc je vous parlais effectivement des coopératives agricoles. À l'heure actuelle, c'est essentiellement de grosses coopératives agricoles qui sont orientées souvent sur du circuit long, qui s'éloignent un petit peu, nous, de nos enjeux d'alimentation durable. Donc là, dans cette liste, j'ai plutôt mis des acteurs qui se concentrent sur des enjeux de circuits courts, de relocalisation, de rapprochement, voilà. Donc on a pas mal d'acteurs qui se situent au niveau de la production, notamment au niveau du maraîchage. Donc là, vous retrouvez un certain nombre d'exemples, dont que je vais zoomer dans quelques secondes, mais des AT, d'ateliers, voilà, d'ateliers d'insertion qui ont ce travail voilà, de maraîchage, qui, soit est historique, soit ces dernières années, puisqu'on voit aussi pas mal des aides qui étaient plutôt positionnés sur, de l'entretien d'espaces verts, sur un certain nombre, voilà, de foresterie, et cetera, qui s'orientent de plus en plus vers le maraîchage et le maraîchage bio pour essayer, voilà, de remonter un peu la chaîne, comme cela. Sur le sujet de l'installation, puisque, l'installation, d'agriculteurs, c'est un sujet très fort aussi. Je ne l'ai pas mis dans le contexte, mais on a une très grosse proportion, d'exploitants agricoles qui vont partir en retraite dans les 10 ans à venir. Et donc il y a un vrai enjeu, d'installer, de nouveaux agriculteurs, sachant que la plupart des exploitations à l'heure actuelle partent à l'agrandissement, c'est-à-dire que, c'est plutôt des fusions, acquisitions de faire de grosses fermes plutôt que d'installer de nouveaux agriculteurs, sur des plus petites parcelles. Et donc là, on a un acteur assez implanté dans l'ESS qui s'appelle Terre de Liens, qui permet, l'accès aux terres à des agriculteurs bio, grâce notamment aussi à de l'épargne citoyenne pour essayer d'acheter et de mettre en fermage, les terres, à des agriculteurs qui s'engageraient, dans la bio. On a des acteurs autour des semences paysannes, donc des acteurs qui sont plus connus à l'échelle, nationale, mais là, je vous ai cité quelques exemples plus locaux. On a des acteurs du commerce équitable, donc là, on est sur, un sujet plus long, mais enfin, fourniture de produits qui viennent de plus loin, mais qui s'engagent à une rémunération juste des producteurs, donc Artisans du Monde, les Jardins de Gaïa, notamment. Des acteurs aussi qui essaient de sensibiliser sur, la production, et et de faire de l'éducation populaire, en fait, à direction, des producteurs, donc Artisans du Monde a ce travail-là à l'étranger essentiellement. J'ai cité aussi l'Atelier paysan qui, en fait, est une coopérative qui permet à des agriculteurs de monter en compétences pour réparer eux-mêmes leurs machines ou en tout cas créer des outils de production, qui soient un peu plus ouverts, open source que d'autres modes. Et puis on a effectivement les jardins partagés et l'agriculture urbaine. Là, on est plutôt sur, de l'agriculture, on va dire, de proximité, rarement avec une visée vraiment productive, c'est un peu à la croisée avec l'éducation populaire. Donc on a des régies de quartier assez nombreuses, notamment du côté de Reims qui se sont lancées là-dedans, Racine Carrée du côté de la Meurthe-et-Moselle, Les Incroyables Comestibles qui est une démarche plus nationale et un peu plus, vaporeuse. Mais voilà un petit peu, à l'échelle, production. Je ne sais pas si ça suscite déjà des réactions ou des questions? Pour peut-être zoomer du coup, pour, vous montrer faire un zoom sur un exemple. Donc je vous ai parlé des ESAT qui étaient, souvent sur le volet maraîchage et bien là, on a l'ESAT de Varies qui est en Moselle, qui est, donc géré par une association médico-sociale et qui emploie, 103 travailleurs en situation de handicap, encadrés par 20 personnes, pour les accompagner vers l'inclusion. En fait, eux, ils ont créé une activité de maraîchage bio, avec une légumerie. Donc une légumerie, depuis 2022, une légumerie, ça récupère
de différents producteurs des légumes bruts pour les transformer et les rendre utilisables, notamment par la restauration collective. Donc, ça les transforme à façon, ça les coupe, enfin, ça les épluche, ça les coupe, éventuellement, ça les surgèle. Et eux, les aides de Varise, ils sont allés un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois créé la légumerie, mais aussi un pôle de restauration avec une cuisine centrale, un service traiteur et un restaurant d'application. Donc, ils ont ces deux volets, enfin ces deux briques, un peu de la chaîne de production. Ces trois briques, pardon. Ils ont la production avec le maraîchage, la transformation avec la légumerie et la distribution avec un service de restauration. Et donc, ils ont créé un écosystème où ils ont pour partenaires les producteurs de légumes, parce que ce n'est pas leur seule production de maraîchage qui est transformée, des clientèles de professionnels au niveau des collèges, lycées et des différentes cuisines centrales de Moselle. Et c'est un modèle qui tente à plutôt bien marcher, mais qui fonctionne aussi, enfin, entre guillemets, c'est le bémol, mais c'est des modèles qui sont intensifs en main-d'œuvre, si je puis dire. Donc ça fonctionne aussi parce que justement, ce sont des salariés en insertion où les postes sont en partie subventionnés. Et donc, ça, c'était un peu pour vous montrer que les acteurs de l'ESS sont aussi un petit peu mobilisés là-dessus, c'est-à-dire que dans la restauration collective notamment, les 20 dernières années, le credo, c'était plutôt d'essayer de réduire les coûts, d'aller sur des produits qui étaient transformés en grande quantité, pas forcément proches du lieu de restauration ou de production. Et là, depuis effectivement plus une dizaine d'années, le balancier revient et cette demande de produits plutôt frais, locaux, oblige, entre guillemets, à relocaliser des petites unités de production, de transformation. Et ça, c'est essentiellement les acteurs de l'insertion qui, partout là en région, s'y mettent. Donc là, j'ai cité celui de Varise, mais il y a la même chose dans la Marne, il y a la même chose un peu partout. Je ne sais pas si ça questionne. Il y a l'Adamsme aussi, enfin, j'arrive pas trop à le dire, mais en Haute-Marne, c'est une structure aussi qui est un petit peu sur ce même pôle de développement, avec aussi un territoire qui est très peu en bio. Donc l'idée de l'Adams, pardon, c'est d'être sur ce créneau-là. S'il n'y a pas d'autres questions, j'avance dans un peu le panorama. Donc la transformation, donc là, on remonte la chaîne. Là, les acteurs de l'ESS, oui, je les ai mis plutôt, effectivement, je vous ai parlé des coopératives. Là, je les ai plutôt situés au niveau de la transfo, puisqu'il y a des coopératives au niveau de la production que je n'ai pas citées, qui sont plutôt des CUMA. Donc là, c'est des coopératives de matériel agricole. Et là, on est plutôt sur des coopératives agricoles qui traitent le produit de la production, donc les coopératives agricoles qu'on connaît bien. Donc, j'ai mis le lien vers COP de France. Un de ces exemples, notamment aussi, coopérative de producteurs, c'est Vega Fruits, autour de la Mirabelle, sur le territoire où je suis, là, à Nancy. Donc, c'est un acteur qui traite aussi bien de la Mirabelle fraîche, on va dire, au moment de la pleine saison, mais qui a aussi des outils de transformation pour la sécher, pour la congeler, la proposer sous ses différentes formes, faire des petites compotes pommes-potes, là, voilà, ce genre de choses. On a aussi des acteurs de l'ESS qui essaient de traiter les surplus et les invendus des producteurs. Donc là, et je me rends compte que j'en ai oublié quelques-unes, ça a sauté. On a des conserveries aussi qui se sont créées ces dernières années. La première dans nos coins, c'est la conserverie locale en Moselle, mais il y a d'autres conserveries qui se sont créées, notamment, j'ai aussi un exemple en Meurthe-et-Moselle, où là, l'idée, c'est de traiter les invendus au niveau des banques alimentaires, essayer de transformer en conserve des produits qui seraient perdus dans les banques alimentaires,
et aussi de proposer aux producteurs qui le souhaitent des recettes, en fait, de valoriser en direct leurs produits pour conserver un peu la valeur ajoutée du produit à leur niveau et pas seulement écouler voilà, leurs produits en brut. Et donc, c'est des modèles qui ont l'air de plutôt bien fonctionner. Alors après, ça dépend des territoires. Il y a des échelles qui sont plus ou moins pertinentes. Euh, mais effectivement, donc, je pense qu'en projet ou existante, on est autour de 6 ou 7 conserveries là, en région Grand Est. Et qui souvent donc, ont un statut proche de l'ESS, soit associatif, soit coopérative, soit structure de l'insertion. On a aussi effectivement je vais faire redite, mais des structures qui transforment, donc au niveau de la légumerie, comme on a pu citer les aides de Varise, pour transformer donc les matières premières ou à destination essentiellement de la restauration collective. Bon, du coup, en fait, j'ai pris de l'avance. Je vous ai parlé de la conserverie locale, mais il y avait la slide. Pour vous en dire un mot, alors il y a peut-être une mise à jour. Les chiffres datent de l'année dernière. C'est 5 personnes qui sont employées à temps plein en CDI dans cette structure, plus des alternants. Et eux, leur modèle économique, c'est effectivement d'avoir un atelier de transformation du côté de Metz Frescati, avec des fruits, des légumes voilà, qui sont transformés en confiture, en chutney, ketchup, tartinade. Et les produits qui sont ainsi transformés, qui viennent aussi bien de producteurs locaux que d'invendus, il y en a une partie qui est donnée à la banque alimentaire au bénéfice voilà, des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Ce qui permet du coup d'avoir, puisque les banques alimentaires sont aussi souvent confrontées à des arrivages massifs de produits dont ils ne savent pas forcément quoi faire ou comment les écouler en instant T. Donc ça leur permet aussi de pas être sur des trop gros volumes de pertes. Voilà, donc les partenariats qu'ils ont liés, c'est essentiellement des producteurs locaux, la banque alimentaire et puis des magasins locaux qui vendent leurs produits. Et là, c'est un chiffre qui date d'un peu plus longtemps, mais en 2021, il y avait 80 000 pots qui avaient été produits et ils travaillaient avec 35 producteurs locaux. À ma connaissance, c'est plutôt en augmentation, mais j'ai pas eu l'occasion de les ressolliciter en amont du webinaire. Voilà pour la partie transfo. Au niveau de la restauration, vous citez des initiatives aussi qui sont intéressantes. Donc on a là encore, on retrouve Varise, c'est un peu notre fil rouge, puisqu'ils font de la restauration avec un restauration d'application. Mais on a un certain nombre d'acteurs, cafés, restaurants qui adhèrent aux valeurs de l'ESS et qui ont ces statuts-là. Vous citez peut-être les petites cantines qui ont un modèle un peu particulier, ainsi que les bons restes, où l'idée, c'est plutôt d'être sur des restaurants participatifs où les gens qui le souhaitent peuvent mettre la main à la pâte pour cuisiner les repas. Et au-delà de venir manger, en fait, c'est un vrai temps de convivialité dans la préparation. Et puis, en fonction des structures, on peut repartir aussi avec le petit surplus, voilà, chez soi. Et donc, c'est des lieux qui sont des lieux de vie assez sympathiques. Voilà, il y a des acteurs qui sont positionnés aussi au niveau des traiteurs. Je pense aussi au Café Fauve en Moselle qui a ce fonctionnement de traiteur. Donc là, on est plutôt sur des acteurs de l'insertion où les valeurs de l'ASS se retrouvent soit sur l'approvisionnement, mais aussi sur effectivement le type de salariés qu'ils accompagnent, mais pas forcément sur l'accessibilité des produits finis. Et puis au niveau des restaurations collectives, là, je vais vous faire un zoom sur la maison de Courcelles, mais c'est le modèle effectivement de cuisine centrale avec voilà, des restaurations qui sont là-dessus.
Donc la maison de Courcelles, pour vous situer, c'est donc une maison, à la base, c'est un centre de loisirs qui est domicilié, qui est en Haute-Marne, du côté de Langres, à proximité de Langres en tout cas, sur le PETR, et qui emploie 13 salariés en CDI, 6 salariés en contrat d'insertion, 5 en contrat aidé. Et puis effectivement, lors de l'accueil de groupes en été, là, ça peut monter à bien plus puisque il y a des animateurs. Enfin voilà, c'est une grosse structure qui accueille énormément de jeunes. Et en fait, depuis quelques années, en plus de l'accueil de jeunes pendant les périodes de vacances, ils ont développé donc une véritable cuisine centrale qui fournit les cantines et les écoles du territoire. Donc comme ça, ils ont eu un fonctionnement à l'année, et ils ont fait un vrai travail aussi de relocalisation, de fourniture un peu en direct de leurs produits, avec un projet alimentaire. Enfin, ils ont vraiment mis le projet alimentaire au centre un peu de leur démarche, à la fois de cuisine, mais aussi de démarche pédagogique, et puis en invitant un certain nombre d'acteurs à venir sur leur terrain, puisqu'ils ont du foncier assez conséquent. Donc ils en ont fait un véritable projet un peu collectif, sur lequel ils ont notamment bénéficié de fonds européens. Pour vous montrer, je ne sais pas si la slide, en fait, ce projet-là, on le voit un petit peu sur ce diagramme qu'ils ont fait. Ils ont effectivement en charge des cantines scolaires, notamment du côté de Brive et Saint-Loup. Ils travaillent avec des producteurs locaux qui les fournissent, mais ils ont aussi sur site un boulanger qui a été installé grâce au fonds FEDER. Donc vous avez un four à pain avec un boulanger bio qui fait, je crois, 2 cuissons par semaine, mais ou peut-être une, qui s'est installé, des jardins maraîchers et un apiculteur qui fait des ruches pédagogiques. Et donc c'est à la fois et de l'éco-pâturage, donc à la fois Heu, ces productions-là sont utilisées, pour fournir la cantine, et la restauration collective, mais permettent aussi, de nourrir le projet pédagogique, puisque l'idée, c'est que lors des accueils, de jeunes ou des accueils de classes, pour des classes vertes, ces lieux-là sont mis à contribution, dans les animations pour, voilà, pour tisser du lien entre les enfants et l'alimentation et l'agriculture. Donc c'est très, très intéressant. Si jamais, voilà, il y a les coordonnées, vous n'hésitez pas, et les choses sont plutôt bien expliquées. Et on a aussi une vidéo qui est en lien sur la slide, où ils présentent leur projet. Et puis pour tendre vers la fin de la chaîne, très rapidement, parce que je crois que j'ai été un peu bavard, au niveau des acteurs de l'ESS, on a aussi des acteurs qui se positionnent sur la distribution, avec des AMAP notamment, des associations de consommateurs qui se regroupent pour précommander leur production et préfinancer leur production à des agriculteurs. On a un modèle qui est un peu plus flexible, où là l'idée c'est plutôt c'est des structures, des supermarchés coopératifs et associatifs, où là c'est des consommateurs qui se rassemblent pour essayer de consommer plus local, plus bio, et un peu moins cher. L'idée, c'est d'acheter plutôt en gros volume aux producteurs et d'avoir aussi des contrats qui les lient sur le long terme, mais de se passer de la distribution classique qui prend sa marge, pour fournir, voilà, des produits de qualité un peu moins chers que dans des supérettes bio classiques. J'ai aussi cité Biocoop, qui est une coopérative, mais qui est plutôt une coopérative, enfin, il y a le double système de commerçants et de consommateurs. Alors que les premiers exemples, c'est uniquement des consommateurs. Heu, L'accessibilité sociale, donc là, c'est le volet inclusion. Donc on a des structures d'associations d'aide alimentaire. Je ne les ai pas listées parce qu'elles sont très nombreuses, mais vous avez un annuaire qui s'appelle Alisol, qui permet de les recenser. Vous avez la cartographie de toute l'aide alimentaire en Grand Est dessus.
Vous avez des achats groupés solidaires sous statut également associatif. Donc j'en ai cité quelques exemples. VRAC à Strasbourg et Emplettes et Cagettes plutôt en Meurthe-et-Moselle, où là le principe c'est que les gens passent des commandes avec des distributions groupées à des tarifs intéressants. Et puis vous avez tous les modèles un petit peu différents. Ça reste de l'aide alimentaire, mais les épiceries solidaires ont cette petite spécificité de demander une contribution financière aux bénéficiaires, ce qui n'est pas forcément le cas des autres associations d'aide alimentaire. Et donc, je vous ai cité quelques exemples d'épiceries solidaires où généralement, les bénéficiaires passent à la caisse comme dans une vraie supérette et payent uniquement 10% du prix réel des courses. Et enfin, mais ça c'était pour être exhaustif, il y a aussi des acteurs qui se positionnent au niveau de la logistique et de la livraison des coursiers en coopérative. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Là, j'avais fait un zoom sur VRAC. En quelques mots, c'est effectivement une association qui est essentiellement active à Strasbourg pour le moment en région, même si elle est originaire de Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Et l'idée pour eux, c'est d'avoir des groupements d'achat à vocation solidaire, mais tous ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre ces groupements d'achat. Et donc, ils sont localisés dans des centres sociaux essentiellement, dans des quartiers politiques de la ville. Et l'idée, c'est effectivement de passer des commandes en commun et lors des distributions, voilà, de faire un petit peu de lien social, des animations, voilà, de faire vivre tout ça. Voilà pour la partie un peu présentation. Je ne sais pas si ça suscite des questions, je vais arrêter le partage pour vous voir un peu plus. Merci beaucoup pour ton intervention, Charles. Tu N'hésitez m'as pas si vous avez des questions. Pardon, Charles, je t'ai coupé. Non, j'allais dire, tu m'avais dit 14h15, mais normalement, c'était avec les questions. Alors, je suis désolé, j'étais un Il peu n'y a plus pas de bavard que souci. prévu. Il n'y a pas de problème. Il y a encore 5 minutes, 2 minutes, je pense, pour les questions, s'il y en a qui vous viennent. Et pas de souci si vous devez partir. Pour ceux qui partent, je vous souhaite une bonne après-midi. Peut-être pour vous dire, moi, sur le PowerPoint, et il y a d'autres idées qui me sont venues en vous le présentant, je vais mettre des ressources en lien. Et notamment, sur pas mal d'initiatives que je vous ai citées, on a, nous, des formats vidéo qui peuvent s'écouter d'une oreille ou en podcast, enfin voilà, où c'est les acteurs qui témoignent en fait de leurs activités. Donc pour des porteurs de projets ou des envies de choses que vous verriez bien sur vos territoires, ça peut vous donner des idées. De toute façon, s'il y a des questions qui vous viennent a posteriori, vous avez les contacts. Tout à fait. S'il n'y a pas de questions qui viennent, je vous propose de clôturer ce café du réseau. Alors, Merci à tous d'avoir participé. Merci à Charles pour ton intervention inspirante. Et encore une fois, je vous enverrai alors tous les supports dans la semaine. Et le replay sera bien sûr disponible pour revisionner. merci beaucoup. Et merci à Agnès, on a le même nom, mais on ne se connaît pas, vous aussi. Sophie, tu avais une intervention? Non, on ne se connaît pas. Bah, très bien. Et alors, je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Très Merci bon d'avoir après-midi. participé. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et Au Au merci revoir. revoir. Charles. J'avais coupé ma caméra encore, je ne m'en rendais pas compte. Il n'y a pas de souci. Des fois, ça aide à ce que ça capte mieux. Oui, oui, oui. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Et comme c'est la première fois que je fais arrêter. Voilà.